Profitez de notre offre lancement, la chambre avec petit déjeuner à 30 000 francs. Aqua Indwala, l'hôtel qui vous ressemble. Tapis d'Orient, le représentant exclusif au Cameroun des plus grands fabricants de tapis des pays du Golfe, vous déroule son tapis rouge. Bienvenue à Tapis d'Orient. Chez nous, vous trouverez des tapis de marche pour bureau, maison ou pour la prière. Des moquettes d'origine pour maison, bureau et VIP présidentiel pour marche. À Tapis d'Orient, vous trouverez également des rideaux de qualité exceptionnelle. Tapis d'Orient, situé à Yaoundé, capitale. Téléphone 6 99 87 83 12. Tapis d'Orient. La qualité à petit prix. À l'issue de leur formation, les apprenants de Pigé Cameroun sont soit en position d'emploi, soit d'auto-employeurs ou encore poursuivent leurs études à l'étranger. J'ai été recruté chez Ikea en tant que collaborateur vente. Un an plus tard, j'ai été promu au poste de business area manager. Aujourd'hui, je suis en situation d'emploi à la BG Fribank Cameroun. Aujourd'hui, je travaille pour le bureau d'intelligence économique d'Angoté Afrique. I had this job opportunity given unto me through this special placement service that PG offers to its students. Dynamisme managérial et entrepreneurial qui m'ont permis à ce jour de mettre en place une entreprise dont je suis le propre patron. J'ai pu facilement intégrer un MBA dans une école de commerce internationale en France. Je travaille pour le ministère du Développement social de ma province. Je suis la première présidente étudiante internationale de l'association étudiante de mon campus. Les enseignants de Pigé sont pour la plupart des professionnels en activité. L'encadrement et le suivi vont même au-delà des années d'études. Formation théorique et pratique, des stages académiques et des missions en alternance. Pour moi, Pigé reste une référence car forme véritablement pour l'emploi. Les enfants sont en situation d'emploi en France, l'une dans une banque et l'autre dans une société de lutte. Les apprenants de Pigé nous accompagnent efficacement dans la transition digitale. Nous sommes disposés à accueillir ceux des meilleurs apprenants pour un stage qui pourra, bien entendu, pour ceux qui sauront s'adapter à l'esprit de notre organisation, déboucher sur un emploi. Ce résultat a été atteint grâce à deux qualités non exhaustives qu'on retrouve dans Pigé, voilà, à savoir la formation en alternance qui intègre à la fois les cours et les stages trouvés par l'établissement. Ensuite, le recrutement de professeurs performants émanant des milieux professionnels, des universités locales et des missionnaires venant de l'étranger. Pigé Cameroun. Pigé Cameroun. Pigé Cameroun. Pigé Cameroun. Pigé Cameroun. Ladies and gentlemen, I hope that you all are doing fabulously well wherever you find yourself. This is my story. This is my song. Je vais vous montrer comment hydrater votre peau et la nourrir en profondeur. C'est une sauce aux amandes de mangue sauvage que nous proposons. Après mon GC Advanced Level, je me suis rendu compte que je développais de plus en plus le besoin de vouloir aider quelqu'un, de vouloir m'assurer si tu as mangé, si tu as bu, si tout va bien en fait. 'Cause I'm no longer a slave to fear. No, 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 no. I am a child of God. J'ai déjà perdu des parents. J'ai été assez effrayé de voir mon épouse, mon enfant
testé Covid et plus. Donc pour avoir vécu tout cela, pour être passé par toutes ces étapes assez difficiles là, mon espoir est effectivement qu'une fois que j'ai pris cette dose de vaccin Sinopharm, j'ai moins de chances de contamination du virus corona. Annoncer l'évangile, former les disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit les croyants. Dans la religion du christianisme, voilà les missions des hommes de Dieu. Quel est le rôle de ces hommes de Dieu qui veulent véritablement s'investir dans la politique? L'homme de Dieu s'engage en politique pour gérer la cité, pas dans le sens erroné qu'on nous a fait comprendre, c'est pour apporter le bien-être aux âmes que Dieu a créées. La réalité, c'est qu'un pasteur ne peut pas dire que David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Si la Bible le dit, Dieu est oui et amen. Un serviteur de Dieu, fut-il président de la République, quand il prête serment au Cameroun, par exemple, il prête serment sur la Bible et même aux États-Unis. Alors il est manifestement question de changer le paradigme. C'est ça. Mzekigo, why are you so sad? Some rats came along and destroyed all my crops. It's just one rat. One. We are little rats. We are little rats. Well done, Kibena. Now you know how to count using thousands, hundreds, tens, and ones places. Show us how you were carrying your fruits before. No wonder the pineapple fell. Ibena, you're reading it all wrong. Where did the 40 come from? There are only 10 of us. Listen, Baraka. Results of elections are often reported using percentages. What? Sarah's world is the racetrack. The best thing about the pocket bike sport are the competitions. This is a paste made of butterfat, charcoal, and fragrant roots. Every morning I rub it on my hair and my jewelry. Here in the United Arab Emirates, women don't go into the city without their male relatives, so Fatima can only go shopping to the mall when I come along. My horses are my best friends. I got him 3 years ago. He is a stallion, and he's won many prizes. I sometimes take the kayak and paddle out to check where new mangroves have to be planted. That's important, because mangroves filter the water and keep it clean. I especially like the whale sharks. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. À tout de suite. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de presse. Sur le plateau ce soir, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue sur le plateau. Merci de me recevoir, Madame Lucrèce Mbenga. Et en face de vous, Cyril Kinge-Mbepe, qui est journaliste ici même à la CRTV. Bonsoir, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bonsoir Lucrèce, bonsoir Monsieur le ministre et bonsoir à tous les téléspectateurs.
L'économie mondiale étouffe sous l'étreinte du Covid-19. Passé les périodes de confinement, voici venu le temps du renchérissement des coûts d'importation de plusieurs produits. Au Cameroun, les importateurs du secteur agroalimentaire et des matériaux de construction voient leur marge bénéficiaire diminuer de 40 à 1% pratiquement. Entre l'augmentation du prix du fret et la rareté des produits, les industriels perdent leur latin et les consommateurs trinquent. Que fait et que peut l'État face à cette explosion des coûts sur le marché mondial? Réponse du ministre du Commerce sur ce plateau. Également en discussion ce soir, les violences dont la police fait l'objet de la part des citoyens. Les vidéos des fonctionnaires de police malmenés par des usagers sont devenues virales dans les réseaux sociaux. Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, a décidé de remettre de l'ordre en rappelant aux auteurs de ces actes de violence les sanctions auxquelles ils s'exposent. C'était au cours d'un point de presse vendredi dernier. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Mais avant, place à la revue de presse qui évalue la première semaine de l'année scolaire 2021-2022. Et c'est une signature de Franck Evina. À tout de suite. Rentrée scolaire 2021-2022, le grand départ raconté par Cameroun Tribune. Lundi dernier, des centaines de milliers d'élèves du primaire et du secondaire embarquaient à bord du train de l'école. Dans la région de l'extrême nord, zone à éducation prioritaire, l'Œil du Sahel révèle qu'ils étaient 224 000 sur la ligne de départ dans l'enseignement secondaire. En Fou, dans le centre, démarrage serein d'après Réalité Plus qui livre les étapes de la tournée du sous-préfet Germaine Wandja dans les établissements de la cité capitale de la Mefou et à Famba. Dans le nord-ouest, les assurances du gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique rapportées par Réalité Plus. Rien n'arrêtera le train de l'école dans cette région, déclare l'autorité administrative. Une rentrée scolaire dans un contexte toujours marqué par la pandémie du Covid-19. Sur ce sujet, et pour le regretter, Mutation et Émergence constatent que les mesures barrières sont aux oubliettes dans nombre d'établissements. Dans le même temps, l'Œil du Sahel souligne la rareté de certains livres au programme dans les librairies de Marois. Éco-santé, lui, craint autre chose. Ces mots qui détruisent l'école. Consommation de stupéfiants, violence entre camarades, agression des enseignants, immoralité, etc. Lutter contre ces maux est certainement dans l'agenda du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Valyonga, qui se soucie aussi de l'état des toilettes dans les temples du savoir. Selon le messager, Madame le ministre des Enseignements secondaires a sommé les responsables d'établissement d'arrêter d'envoyer les élèves laver les toilettes avec des mains nues. La revue de presse était sur la scène. Merci Franck Evina. Alors sur ce plateau, on l'a dit, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, on l'a dit à l'entame de cette édition, les prix d'importation de certains produits grimpent depuis la survenue de la crise sanitaire à Covid-19, le riz, le poisson, les matériaux de construction, notamment en ce qui concerne les matières premières. Alors dites-nous, que se passe-t-il? Écoutez, chère madame, je voudrais dire, sans verser dans la dramatisation peut-être inutile, mais je voudrais dire d'entrée de jeu que, effectivement, l'heure est grave, ou à tout le moins, les temps sont réellement difficiles. Il est bon, il est important que chacun en prenne conscience. Nous assistons effectivement depuis la survenance de la pandémie du Covid-19 à une dérégulation sans précédent des chaînes d'approvisionnement des marchés internationaux qui, si on y prend garde, pourraient se traduire par véritablement une strangulation des populations, des consommateurs et tout pays confondu. Et je voudrais tout aussi ajouter que, évidemment, il n'y a pas lieu, en ce qui concerne notre pays, le Cameroun, il n'y a pas lieu de désespérer.
le chef de l'État tient le gouvernail et le gouvernement assure l'intendance. Nos marchés continuent d'être approvisionnés et les prix sont plus ou moins tenus. En tout cas, la situation du Cameroun est moins mauvaise, et la moins mauvaise sans doute par rapport à d'autres pays de niveau de développement comparable. Alors, ça veut dire que le gouvernement travaille, le gouvernement veille. On va revenir justement sur ce que le gouvernement fait, mais ce que nous on aimerait savoir dès l'entame de cette émission, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. On parle du fret qui serait passé, du fret maritime qui serait passé, qui aurait augmenté pratiquement de 150%. On parle d'une certaine prudence ou d'une prudence certaine des pays producteurs dans l'exportation des produits dont nous avons besoin ici. Que se passe-t-il? En réalité, si vous voulez, évidemment, passer le volet sanitaire de la pandémie, l'autre pan qui pourrait être considéré comme, n'est-ce pas, un dommage collatéral, c'est bien le renchérissement. J'ai parlé des dérégulations. La dérégulation se traduit par un double phénomène, effectivement. La faible disponibilité des produits de grande consommation, dont les matériaux de construction. Et également, forcément, le renchérissement des prix, parce qu'il y a le jeu de l'offre et de la demande. Donc, faible disponibilité, renchérissement des prix, avec une amplitude qui va de 30 à 70% en termes de hausse des prix des produits à la base, à partir des pays d'exportation. 70%, voire 100% d'ailleurs, dans certains produits. Je prends l'exemple du clinker, qui sert à la fabrication du ciment. Je prends l'exemple du gypse. Mais dans les produits alimentaires, si je prends le cas du blé, on est à 30%, nous mangeons le pain tous les jours. C'est 32% depuis le début de l'année. Et donc, il y a ce phénomène, la faible disponibilité. Évidemment, les pays producteurs, chacun cherche à se couvrir. On constitue des stocks de sécurité, parfois de manière, et souvent d'ailleurs, de manière abusive. Ce qui se traduit donc par la mise en difficulté des pays qui sont des pays consommateurs. C'est contraire, je veux dire, à toutes les règles d'éthique. Ça, c'est le premier phénomène. Le second phénomène, c'est effectivement l'explosion des taux de fret maritime, c'est-à-dire le transport maritime, entre la fin de l'année 2019 et la période actuelle. Les taux de fret ont augmenté de l'ordre de 166%. Vous imaginez? Et quand on sait que dans le commerce, le transport et ce qui s'ensuit, ce qu'on appelle les frais d'approche, représentent à peu près 30 à 40% du prix final d'un produit. Vous imaginez donc quand ce seul poste explose jusqu'à 166%. Cela se traduit évidemment par des difficultés à continuer, de s'approvisionner. Parce qu'il faut trouver le transport. Difficulté de s'approvisionner et la cherté de l'approvisionnement. C'est cette situation que nous vivons. Évidemment, sur le marché camerounais, on le ressent un peu moins grâce aux mesures efficaces prises par l'État qui nous ont permis jusqu'ici de garder la tête hors de l'eau. Monsieur le ministre, vous avez écrit à l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce que vous leur demandiez par rapport à la situation de façon précise? Vous vouliez qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous soutiennent? Écoutez, je considère qu'il s'agit ni plus ni moins de le délit de non-assistance à population en danger. Il y a un danger réel de famine ou en tout cas de durcissement des conditions de vie des populations. Et j'estime, j'ai écrit naturellement à Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, mais en m'adressant à elle, je m'adressais tout simplement à la communauté internationale. On ne peut pas rester les bras croisés face à cette situation. Et le silence assourdissant des États
étonnant dans cette des États circonstance. Importateurs? Tout le monde compris. Je vous assure, personne n'est épargné. Des États producteurs, je veux dire. Producteurs importants. Personne n'est épargné par le phénomène. Même les États producteurs. Prenez le cas de la France. Dans l'exemple du blé, la France est un producteur de blé. Nous importons une partie de notre blé, par exemple, de la France. Mais regardez en France, le prix du pain a quand même augmenté, alors qu'ils sont producteurs de blé. Toujours dans l'exemple français, la faible disponibilité, des pénuries qu'on enregistre, par exemple, dans l'approvisionnement en pâtes alimentaires. Et j'en passe des exemples de ce genre. Monsieur le ministre, est-ce que la situation de la pandémie n'est simplement pas venue mettre à nu une situation qu'on vit depuis plusieurs années maintenant au Cameroun? Avant la pandémie, un billet de 1000 francs dans les marchés n'achetait presque plus rien au Cameroun. Monsieur King, ne nous trompons pas de débat. Le problème n'est pas un problème camerounais. C'est un problème mondial. Donc, et comme disait le chef de l'État, à menace globale, il faut une riposte globale. Nous n'avons pas attendu. Nous sommes, je veux dire, dans le peloton de tête de ceux qui s'en sortent le mieux grâce aux mesures courageuses édictées par le chef du gouvernement. Vous savez, le président de la République a tout simplement instruit la suspension de... Écoutez, Madame Lucrèce Mbenga, ça ne se passe pas comme ça. J'ai écrit à Madame la directrice générale le 2 septembre. Je lui ai indiqué la disponibilité des autorités camerounaises à participer à la solution, parce qu'il faut trouver une solution au plus vite. La situation se dégrade de jour en jour. Et il faut donc agir vite. Agir vite ne signifie pas non plus se précipiter. J'imagine donc que Madame la directrice générale prend le temps de la réflexion, de la concertation. Les États membres de l'OMC, ce n'est pas que le Cameroun. Simplement, il se trouve que c'est le Cameroun qui a pris l'initiative. Elle va répondre naturellement au Cameroun, mais en même temps, elle s'adressera à l'ensemble des pays membres, j'allais dire tout simplement au monde entier. Il faut penser avant d'agir. Je suppose que donc elle est encore en train de penser, mais il faut se hâter sans doute rapidement. Je suppose qu'au moment où vous écrivez à l'OMC, vous savez que c'est un commerce qui est mené par cette organisation depuis bien longtemps. Dans le Nord, ils réussissent quand même à tenir le coup parce qu'eux, ils peuvent accompagner leurs agriculteurs. Et ici, chez nous, nous souffrons et puis nous avons tout le coup. Ce que vous écrivez, elle le sait déjà. On peut le dire ici. Monsieur Cyril King, vous avez raison, vous posez un problème fondamental qui est celui du multilatéralisme, l'objectif du multilatéralisme. On est sorti, il y a une sortie de piste évidente depuis plusieurs années. Et c'est pour cela que le Cameroun n'a eu de cesse de plaider pour une espèce d'aggiornamento, un retour aux sources. Je voudrais rappeler le multilatéralisme dans l'esprit de ceux qui l'ont conçu. Je renvoie notamment à l'un des premiers cycles, qui était le Kennedy Round. Où on disait qu'il faut promouvoir le développement par le commerce. Promouvoir le développement, c'était cela l'objectif des échanges, de la multiplication des échanges internationaux. Le développement par le commerce. Effectivement, aujourd'hui, vous parlez des pays du Nord. Oui, parce que on a dévié vers la lutte, le combat pour les parts de marché. On gagne des parts de marché pour mieux dominer les autres. Ce n'était pas cela, le multilatéralisme. Donc, en même temps, on dit aux autres, surtout pas de subventions, pas de ceci, pas de cela. C'est aussi là l'un des combats que nous menons. Et nous pensons que, de toute manière, notre voix finira par se faire entendre parce que c'est le bon sens. Alors, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Monsieur le ministre parlait tout à l'heure de ces opérateurs économiques qui souffrent de plus en plus et qui voient leur marge bénéficiaire diminuer de 12 à 40% hier. Ces marges bénéficiaires se situent aujourd'hui à 1%. Et nous en avons la confirmation dans cet extrait de Patrice Yanto, qui est le coordonnateur de l'interprofession des transformateurs de l'acier. Il est en focus dans cette édition de Scène de Presse.
C'est une problématique de conjoncture internationale qui impacte de manière directe, n'est-ce pas, le prix de revient de la production. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez très concrètement les impacts, n'est-ce pas, de la Covid-19 qui ont eu pour conséquence d'entraîner une flambée internationale des prix sur des proportions assez considérables et donc qui ne pouvaient plus, au niveau, n'est-ce pas, de l'industrie, permettre un prix de revient, le maintien d'un prix de revient identique à celui qu'on avait avant la Covid. Imaginez-vous, madame, que depuis 2019, nous avons eu des croissances de prix, n'est-ce pas, de matières premières, des intrants, de la logistique, parfois même de l'ordre de 400%. Donc, cette conséquence fâcheuse avec ces impacts négatifs ont eu malheureusement, n'est-ce pas, des incidents sur le prix, n'est-ce pas, aux consommateurs. En ce qui concerne la détermination des prix du fer à béton, par exemple, la détermination de prix se fait par homologation. Donc, conformément à la loi, elle doit être homologuée. Donc, sur la base de cette homologation, et n'est-ce pas, je pense bien, la loi de 1988 qui fixe, n'est-ce pas, les conditions tarifaires de prix de revient, le secteur, n'est-ce pas, du fer à béton devrait avoir une marge minimale comprise entre 12 et 40%. Donc aujourd'hui, avec la structure internationale, avec les effets, les impacts, n'est-ce pas, de la Covid-19, on s'est retrouvé contraint à tomber à une marge de suivi de 1%, et ceci après un réajustement des prix. Alors, on vient de l'entendre de la bouche de M. Yanto Patrice, qui est le coordonnateur de l'interprofession des transformateurs de l'acier, de l'acier, parti d'une marge bénéficiaire de 12 à 40%. Il se retrouve aujourd'hui à 1%. Forcément, il y a un impact sur le consommateur final. Alors, que fait et que peut concrètement le gouvernement, sachant par exemple que pour ce qui est du ciment, les prix sont, on va dire, bloqués, l'homologation est bloquée depuis à peu près 8 ans. Pour ce qui est du fer, c'est depuis 11 ans. Alors aujourd'hui que la conjoncture internationale nous impose une sorte d'inflation, on va le dire comme ça, que peut le gouvernement pour ne pas asphyxier les industriels, mais également pour protéger le consommateur final? J'ai entendu effectivement le représentant de l'interprofession. Je dois dire que nous sommes dans une circonstance exceptionnelle et me paraît malvenue, même si cela est légitime aujourd'hui de mettre le curseur sur la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire. Nous sommes dans un combat de survie. Mais en même temps, il ne peut pas investir pour perdre. Non, mais écoutez bien, la survie de l'industrie dépend évidemment de la vitalité de la consommation. S'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'industrie. Donc, quand on est dans une mauvaise passe, on se met ensemble, on se serre les coudes. Mais, monsieur et puis, c'est comme ça qu'on s'en sort. Et donc, jusqu'à présent, je voudrais dire, par rapport notamment à cette interprofession, les nombreuses, très nombreuses mesures de soutien. D'incitation? Soutien. Au-delà de l'incitation, l'incitation c'est pour investir. Mais une fois que vous avez investi, le gouvernement il faut vivre. Soutient. Le gouvernement soutient. Et cette interprofession ne peut pas dire qu'elle n'est pas soutenue par le gouvernement, comme beaucoup d'autres. Monsieur le ministre, c'est une interprofession, par exemple, qui... Il ne le dit pas, il dit simplement que la marge bénéficiaire est tombée à 1%, de 40 à 1%, bientôt elle sera à 0%. C'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement? C'est la faute à la conjoncture internationale? Peut-être lui, il a raison, peut-être lui, il le dit à haute voix, mais vous avez reçu certains opérateurs, notamment ceux du ciment, et l'un des plus grands d'entre eux a fait la promesse à la télévision nationale et dans toutes les télévisions du Cameroun que rien ne changerait sur le prix du ciment. Il s'est engagé à cela. Il y a quelques semaines, vous l'avez reçu. Pourtant, sur le terrain, chaque semaine, le prix du sac de ciment augmente. Est-ce qu'il vous a dit un mensonge? Est-ce qu'il vous a trompé sur le fait? Il faut bien dire que nous sommes passés de 4 600 à 5 000 francs aujourd'hui. Le prix du ciment, tel que validé aujourd'hui
je parle du ciment, 42,5. Oui. Il est de 4 900 francs à Yaoundé. C'est clair. Donc, vous êtes allé en quincaillerie pour vous assurer, monsieur le ministre? Entendu. Mais, écoutez, monsieur King, vous ne me voyez pas sur le terrain? Mes équipes sont sur le terrain. Ne confondons pas les exceptions à la règle. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent impunément évoluer en marge du consensus, parce qu'il s'agit de... Aujourd'hui, moi je veux bien, je mets entre parenthèses toutes les réglementations, toutes les règles, etc. Je travaille pour un consensus national. C'est une cause nationale. On le sait, et monsieur ceux le ministre, qui mais... évoluent en marge, je dois dire en marge, parce qu'ils évoluent en marge, ils sont donc marginaux, une faible minorité. Ceux-là, évidemment, les affres de la loi, simplement, ils les subissent, c'est clair. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre? Il y a ces poissonneries, moi j'y suis entré il y a quelques jours, où il y a un prix affiché. Mais quand vous arrivez à la caisse, on vous dit ça, c'est affiché parce que le ministère du Commerce passe. Mais on pratique autre chose, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Heureusement qu'il y a la peur du gendarme. Il faut donc que la peur du gendarme puisse jouer jusqu'au bout. Sauf que le gendarme n'est pas là tous les jours. Exactement. Pour que cela joue, il faut que chacun collabore. Chacun doit mettre la main à la pâte. Le consommateur est un acteur. Le consommateur ne doit pas être passif. Quand vous vivez une situation comme celle-là, je suis très étonné que vous passiez à cet aveu, M. Cyril Kingé. Oui. Vous n'avez pas informé les services du ministère du Commerce. Si vous les aviez informés, la sanction, la répression aurait été immédiate. Ça veut dire que, quelque part, vous vous rendez complice de ces situations de fait qui sont totalement inacceptables, intolérables, notamment dans ce contexte de crise où tout le monde doit regarder dans la même direction. Les consommateurs sont des acteurs à part entière. Monsieur le ministre, on dénonce et l'administration sanctionne. Vous voulez dire que c'est sur ce plateau que vous entendez cela pour la première fois qu'on applique des prix après à la caisse? Chaque fois que j'ai été saisi d'une situation de ce genre, M. Cyril Kingé, dans la demi-heure qui suit, mes équipes se déportent sur le terrain. Et maintenant, je ne passe même plus par 4 chemins, par 1000 chemins. Je ferme, je scelle, jusqu'à ce que force revienne à la loi. Mais comme vous le dites, je ne peux pas avoir un contrôleur à chaque coin de rue. Donc j'ai besoin de la collaboration parce que c'est une cause nationale. Alors on parle justement de cette régulation, du régulateur, monsieur le ministre. Et il est établi, enfin, pas établi de manière officielle, mais il se dit que la spéculation qu'on observe actuellement est davantage du fait des distributeurs. Cela est su, mais qu'est-ce que vous répondez à cela et qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous allez aujourd'hui vous fermer, le lendemain, ils ouvrent et ils recommencent. Ils vendent en sous-marin. Non, mais attendez, comment peuvent... Non, mais attendez, soyons sérieux. Si je ferme, on ouvre, comment cela se peut-il? Ça signifie par la porte arrière, par exemple. Par la porte arrière, ça veut dire que les gens qui passent par la porte arrière sont complices. Je ne peux pas fermer, on ouvre, c'est impossible. Sinon, le bris de scellé est un délit passible de peine prévue par le code pénal. C'est simple. Je crois qu'il faut regarder le problème dans sa source. Oui. Sinon, nous nous trompons, je crois, de chemin. Parce qu'il faut maintenant, d'abord, une prise de conscience. C'est important. Nous vivons une situation inédite qui nous est imposée de l'extérieur. Il faut que cela soit clairement établi, compris. Oui. Et il faut également qu'il soit clairement compris que grâce à l'action du gouvernement, grâce aux mesures décidées par le chef de l'État, le Cameroun est l'un des pays qui s'en tire le mieux, à tout au moins pour l'instant. Et il n'y a pas de raison que cela change. Alors, je vais vous donner ces chiffres, parce qu'il faut qu'on en parle. Absolument, oui. Monsieur le ministre. Bien. Alors, le volet économique, commercial de la pandémie, le renchérissement des prix, la strangulation
des consommateurs. Les chiffres, ce ne sont pas les chiffres du ministre du Commerce, mais c'est des chiffres officiels, notamment de l'Institut national de la statistique et des organismes internationaux. En un englissement annuel, le taux de l'inflation au Cameroun a évolué de 2%, plus 2%. Je voudrais, dans des circonstances exceptionnelles, très difficiles, je voudrais simplement rappeler que d'après ce qu'on appelle les critères de convergence de la CEMAC, c'est-à-dire les règles communautaires au sein de notre espace, le taux d'inflation normal est de 3%. 3%. Mais nous, on a réussi à malgré tenir. les circonstances aussi difficiles, le Cameroun a tenu à 2%. Le Cameroun est à 2%. Je crois qu'il faut le reconnaître. Alors, évidemment, vous me direz comparaison n'est pas raison, mais projetons-nous un peu au large. Regardons à côté de nous et au-delà. Prenons l'exemple d'un grand voisin, le Nigeria. En un an, c'est plus 17%. Au Ghana, c'est plus 9%. En Côte d'Ivoire, plus 3,9%. Aux États-Unis, en Amérique, plus 5%. Au Brésil, plus 5%. En Inde, plus 3%. En Afrique du Sud, plus 4,6%. Etc., etc. Monsieur le ministre, c'est difficile. Donc, ne cherchons pas trop à culpabiliser, à nous culpabiliser. On ne se culpabilise pas, monsieur le ministre. Mais ce que on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous avez commencé à nous le dire, qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement, parce que les industriels, par exemple, parlent d'une politique ultra protectionniste du consommateur. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous pensez également aux industriels? Vous avez commencé à réagir tout à l'heure après l'extrait de M. Yanto, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre réponse. Le gouvernement protège naturellement la veuve. Le gouvernement protège naturellement l'orphelin, mais il protège aussi le géniteur. Le géniteur, c'est l'opérateur économique. Je vous assure que tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre, au-delà des incitations dont nous avons parlé, pour soutenir notre industrie. Cela se fait au travers d'un certain nombre de sacrifices. Sacrifices de recettes, pourtant, dont le Trésor public a besoin. Sur très haute instruction du chef de l'État. Pratiquement toutes les taxes et tous les droits de douane ont été suspendus pour toutes les importations. Au-delà de la suspension des droits et taxes de douane, il y a également l'allègement des conditions, par exemple, de déchargement au niveau du port. Il y a les mesures fiscales. Tout, je vous dis, tout est mis en œuvre. Pour nous, notre philosophie est claire. La variable d'ajustement qu'est le prix n'intervient qu'après que toutes ces mesures aient été mises en œuvre. Et c'est donc à l'issue de cela qu'on peut regarder du côté de l'ajustement des prix. Il faut, je dis bien en protégeant les consommateurs, on protège l'industrie. Et je ne pense pas que les industriels aient tout à fait raison de se plaindre. Le Made in Cameroun, vous savez ce qu'on appelle... Est-ce que vous iriez, par exemple, monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement irait, par exemple, jusqu'à revoir la TVA à la baisse pendant une période courte pour permettre, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, le secteur de l'acier, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une mesure qui permettrait de donner un peu d'air à ce secteur-là? Madame Lucrèce Mebega, vous enfoncez une porte ouverte. C'est bien ce que fait le gouvernement, c'est ce que je vous dis. Les industriels le savent. Nous suspendons là où c'est nécessaire. Nous suspendons les taxes. Quand je parle de taxes et droits de douane, c'est les droits de douane proprement dit, mais c'est aussi la TVA. Monsieur le ministre, et toutes les autres mesures. Donc, toutes ces mesures-là, c'est un arsenal de mesures. Mais à un moment, vous vous rendez compte que peut-être que ce n'est plus suffisant. Alors, quand ce n'est plus suffisant, et c'est ce que nous faisons avec eux, en accord, en concertation,
À ce moment-là, donc, on passe à la dernière variable, qui est le prix. Mais le prix, nous le déterminons de manière concertée avec le secteur industriel, le secteur productif, mais également avec la communauté des consommateurs. Vous pouvez fixer des prix, ça devient de la théorie si les gens ne peuvent pas acheter, si le pouvoir d'achat ne permet pas d'acheter. Alors, où est-ce que vous en êtes avec ces concertations? On l'a dit il y a quelques instants, les prix pour certains produits sont bloqués depuis 8 ans, d'autres depuis 11 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce que ces concertations que vous avez commencé à avoir avec tous les opérateurs du secteur vont déboucher sur une augmentation des prix? Nous n'avons pas commencé. C'est une œuvre permanente, quotidienne. Je vais vous citer un cas qui fait du Cameroun, un exemple qui fait du Cameroun un pays de référence en cette matière. Vous savez, en matière de prix, on peut décider de les administrer. Ce n'est pas notre façon de faire, notre façon de voir. Nous avons mis dans la loi une innovation majeure, ce qu'on appelle les prix concertés. Les prix sont fixés, sont arrêtés, je ne dis même pas fixés, sont arrêtés d'accord partis après concertation. Et c'est dans le corpus législatif de notre pays. La loi sur l'exercice de l'activité commerciale au Cameroun prévoit que les prix sont concertés. On peut mieux faire? Je ne pense d'ailleurs pas. Vous citez un cas marginal. Je suis convaincu que si vous tendiez votre micro à la majorité des opérateurs, vous aurez un son différent. Même l'interprofession de la sidérurgie, métallurgie, je discute avec eux, Dieu seul sait, tous les jours. Monsieur le ministre, et ce n'est pas du tout, j'ai l'impression, enfin, je ne veux pas vous faire un procès d'intention, mais vous lisez certainement mal entre les lignes. Je ne pense pas que ce soit leur position. Monsieur le ministre, il y a une certaine lecture qui dit que c'est parce que si on est dans une situation aujourd'hui où on étouffe presque, en dehors de la survenue de la maladie, c'est parce qu'à un moment, le Cameroun, on a pensé à nourrir le consommateur au jour le jour, au lieu de penser à quelque chose de plus durable, de plus profond, de plus long. C'est une fois encore un mauvais procès que vous faites à l'État, monsieur Cyril Kingé. Vous savez, je vais vous renvoyer à des éléments fondateurs qui montrent que le Cameroun s'est anticipé, le chef de l'État s'est anticipé. Je vous renvoie au comice agro-pastoral de Bolova, en février 2011. Que disait le chef de l'État? Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Il a été le premier précurseur. 7 ans plus tard, l'Afrique emboîte le pas. En mars 2018, à Kigali, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine décident de mettre en place la zone de libre-échange continentale africaine. Créer un grand marché africain pour ne plus avoir à dépendre de l'extérieur, à subir effectivement ces convulsions que nous vivons en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils disent? Le fil conducteur, c'est de dire qu'on va produire pour l'Afrique et consommer africain. Vous ne pouvez donc pas dire que nous vivons au jour le jour. C'est absolument faux. Nous sommes dans un processus d'anticipation. Et c'est un processus. Le mot processus signifie qu'on avance. On va vers quelque chose. Pas à pas, mais on va vers quelque chose. Le plus important, c'est d'abord de définir l'objectif. Une fois qu'il est défini, on se donne donc les moyens d'arriver au résultat. C'est exactement ce que nous faisons. Alors le président de la République, vous l'avez dit, a dit produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Ça pourrait être le cas, par exemple, avec la farine de blé. Plutôt que d'importer du blé, on pourrait produire de la farine de manioc et de la farine de plantain. De toutes les façons, c'est une question que nous avons posée à Alfred Momo, qui est secrétaire général du groupement des industries meunières du Cameroun. Et voici sa réponse en focus en cette édition de Scène de Presse. Le lourd handicap
handicap auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est que la production des tubercules est artisanale. C'est donc de faibles productions. Et nous ne saurions faire tourner nos unités de production 1-2 jours sur 7 parce qu'économiquement, cela n'est pas rentable. Donc nous avons besoin que les pouvoirs publics s'investissent à mettre des parcelles de terrain assez grandes, des superficies importantes, que les agriculteurs qui seront chargés d'exploiter ces parcelles de terrain soient bien formés et qu'ils aient du matériel de pointe pour pouvoir produire assez rapidement des tubercules en grande quantité. À ce moment-là, nous serons prêts, lorsque nous aurons été rassurés que la demande est là, qu'elle est forte, qu'elle est suffisante, nous serons prêts à la transformation de nos unités de production, donc pour pouvoir transformer ces tubercules en farine de manioc, en farine de patates, en farine de plantain, etc. Alors après cette mise en bouche, on en vient dans la question de l'import-substitution inclus dans la loi de finances de 2021. C'est une décision qui a été prise par les pouvoirs publics, Monsieur le ministre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions savoir pourquoi le Cameroun importe-t-il tant? Le Cameroun importe pratiquement tout. Si on revient aux émeutes de la fin de 2008, les pays qui avaient plus ou moins les mêmes problèmes que le Cameroun en sont aujourd'hui à produire suffisamment pour leurs ressortissants, notamment en ce qui concerne le riz, par exemple. Mais le Cameroun n'arrive toujours pas à satisfaire la demande nationale. Le Cameroun n'arrive toujours pas à produire suffisamment alors que nous sommes, j'ai envie de dire, un pays gâté par la nature. Que se passe-t-il avec le Cameroun? Pourquoi importons-nous pratiquement tout? Je voudrais tout simplement dire que, évidemment, le Cameroun importe et le Cameroun exporte aussi. Parenthèse. Cela étant, il y a un problème de la nécessité de la densification, effectivement, de notre production. Vous avez parlé du riz. On peut citer quelques chiffres. La consommation moyenne annuelle du riz au Cameroun est de 655 000 tonnes. Effectivement, la production nationale se situe un peu en dessous, 000 tonnes. Entre 200 et 150 000 tonnes. Sur le poisson, nous importons plus de 250 000 tonnes de poissons. Nous sommes obligés d'importer. On peut citer l'huile de palme. Nous avons un déficit d'huile de palme de l'ordre de 200 000 tonnes. Bon, c'est une réalité. Mais pensez que l'économie mondiale fonctionnera dans un système d'autarcie, c'est un autre débat. Et vous avez raison, le chef de l'État l'a prescrit, il faut densifier la production. Cela étant, on se trompe souvent quand on parle d'accroissement de la production. On pense que c'est uniquement la production de masse. Je crois que chacun devrait pouvoir balayer devant la porte, sa propre porte, et se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte dans ce processus. On doit avoir cette production, j'allais dire, industrielle, agro-industrielle. Mais est-ce que cela empêche qu'il y ait une production villageoise, individuelle? Pourquoi est-ce que, nous tous compris, pourquoi est-ce que dans nos concessions, nous n'avons pas un petit potager? Pourquoi nous ne faisons pas du petit élevage? On parle d'industrie, monsieur le ministre. Pourquoi est-ce que... Non, mais il faut les deux. Qui va au marché? C'est la ménagère qui va au marché tous les matins. Mais si vous aviez votre petit potager, vous pouvez vous approvisionner là-dedans. Vraiment, la question mérite, je crois, mérite d'être méditée par chacun de nous. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, madame. Permettez, monsieur le ministre, qu'ailleurs, on subventionne les paysans. Pourquoi le gouvernement ne ferait pas Qui vous a dit que le gouvernement ne soutenait pas la production? Mais moi, je vais continuer dans mon raisonnement. Prenez un peu nos populations dans les zones périurbaines et rurales. Mais allez-y. Faites un tour à 10 km, 20 km de Yaoundé. C'est les maisons qui poussent comme des champignons. Il n'y a plus d'espace vert. On a renoncé à la production. On peut faire une production
pour une consommation domestique. Qu'est-ce qui interdit ça? Est-ce que l'import-substitution signifie que c'est uniquement les agro-industries qui vont produire? Je crois qu'il faut prendre le problème dans sa globalité et chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Je vous assure, vous avez votre potager. Aurez-vous besoin d'aller, votre épouse aura besoin d'aller au marché pour acheter la tomate, pour acheter ceci, etc. Mais c'est justement ce que il faut prendre le problème. Il faut prendre le problème dans sa globalité. C'est exact. Monsieur le ministre, c'est l'image qui est projetée. On nous projette tous les jours l'image de consommer bien, c'est consommer ce qui vient d'ailleurs. C'est ce qu'on nous projette, monsieur le ministre. Qui projette cela? Monsieur le ministre, c'est ce que nous voyons. C'est simplement, c'est nous qui vivons dans ce complexe, le complexe du colonisé. Il est temps de sortir de ce complexe. C'est le combat que mène le chef de l'État quand il parle de l'import-substitution. Vous voyez ce que le gouvernement fait. Monsieur le ministre, vous avez un verger. Nous sommes dans la promotion, la promotion du Made in Cameroun. Monsieur le ministre, est-ce que c'est une réalité ou ce n'est pas une réalité? Nous sommes dans la promotion du Made in Cameroun, mais on voit bien que les importations augmentent, continuent d'augmenter. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, sur une période donnée, investir davantage dans la production? Pourquoi on ne pourrait pas le faire comme on l'a fait ailleurs? Je ne sais pas ce qu'on a fait ailleurs. Moi, je ne veux pas faire des comparaisons qui, forcément, ne sont pas fondées sur des éléments objectifs. Monsieur le ministre, vous avez fait beaucoup de comparaisons tout à l'heure. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement prenait le plan de riposte anti-Covid. Le gouvernement injecte de l'argent dans le secteur productif. Le gouvernement injecte beaucoup d'argent dans le secteur productif. Ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai du mal à vous suivre. Vous avez tendance à penser que c'est l'État, le retour de l'État-providence, le retour de l'État qui fait tout, le retour de l'État omniscient. Ça n'est pas vrai. L'État tout-puissant, ça n'existe plus. Mais l'État qui encadre, l'État qui encadre, qui accompagne. On a par exemple le cas de la Banque agricole qui devrait accompagner les paysans, mais on n'a pas l'impression qu'elle joue véritablement son rôle et qu'elle le joue à fond. On a des problèmes de terre. On a des problèmes de terre. Les mots ont un sens. On a des problèmes de terre pour cultiver. Les industriels ont besoin de terre. Est-ce qu'on a facilement accès à la terre? Les mots ont un sens. Vous avez parlé d'impression. Et nos sens peuvent nous tromper. Vous le savez. Je persiste à dire que le gouvernement fait sa part. Mais il y a un secteur privé dans tous les pays. La vitalité d'une économie dépend de la capacité du secteur privé. Le secteur privé. Quand il est interrogé, le secteur privé, monsieur le ministre, il pointe le doigt à l'État encore, qui met trop de normes, qui met trop de règles. Il faut faire comme ceci. Qui ne donne pas accès à la terre, parce que ce qu'il demande, c'est la terre. C'est trop facile. Je dis simplement que nous devons sortir, 1, du complexe du colonisé, 2, de la politique du Bayam Salam. J'achète, j'importe, c'est très facile. Je vends, je récupère, j'engrange. Il faut investir. Et l'État a mis en place un cadre incitatif à l'investissement. Je vous renvoie, par exemple, à la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement au Cameroun. Tous les experts reconnaissent que c'est l'une des lois les plus libérales qui puisse exister. Mais au quotidien, ces opérateurs économiques, ils frappent à ma porte. Ils frappent à la porte d'autres ministres. Jamais, au grand jamais, n'ont trouvé porte close. Donc, réellement, je dis que nous devons changer. Nous devons changer et nous devons suivre les hautes prescriptions. La voie est tracée. Le cadre existe. C'est la volonté souvent qui fait défaut ou parfois, je n'accuse pas. Mais je constate, parfois, la part du gain, on va aller vite, on va aller... Nous devons... Vous croyez que c'est pas les étrangers. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez parlé dans vos multiples rencontres? C'est pas les étrangers qui viendront construire notre pays
à notre place. Monsieur le C'est ministre, tout le monde, y compris est-ce que vous avez le secteur parlé privé. de l'import-substitution avec les opérateurs économiques que vous rencontrez quotidiennement? Vous leur dites ce qu'on attend d'eux, vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Quelle est leur réponse, monsieur le ministre? Oh, j'aurais dû vous inviter la semaine dernière, mercredi dernier, quand je suis allé visiter la vitrine Made in Cameroun au Carrefour Mec à Yaoundé. Il y a des choses qui sont faites et qui sont faites avec l'accompagnement du gouvernement. Simplement, il faut monter en puissance. Il faut que tout le monde suive. Il faut pas. Je crois qu'il faut toujours éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Monsieur le ministre. Des choses sont faites. Je comprends que le rythme soit peut-être lent, notamment, et les circonstances actuelles. Visible, il faut le microscope les pour circonstances, voir tout ça. il n'y a pas besoin de microscope. Allez-vous, je ne sais pas si vous faites le marché vous-même. Moi, je le fais. De temps en temps, monsieur le ministre. Bon, moi, je le fais. Allez aujourd'hui dans les grandes surfaces au Cameroun, vous trouverez partout. Du Made in Cameroun. Du Made in Cameroun. Monsieur le ministre. Donc, c'est une réalité. Monsieur Simplement, le ministre. montons en puissance. Et nous avons là des circonstances particulières. La pandémie, on a parlé d'un nouveau monde. C'est vrai. L'après-pandémie se traduira par un nouveau monde. Et il faut qu'on s'intègre à ce nouveau monde. Mais nous avons également, par la volonté de nos gouvernants, nous avons un outil puissant. Nous avons créé un vaste marché qui tend les bras. La zone de libre-échange continentale africaine tend les bras. Et nous tend les bras, mais nous y allons avec quoi? Le Cameroun est prêt à y aller, Nous monsieur y le allons ministre. avec quoi? C'est vous. Si nous ne produisons pas, qu'est-ce que c'est vous, c'est moi. Oui. Ce sont de renvoyer à d'autres. Mais c'est bien vous, c'est moi, c'est vous, monsieur Kingé. Oui. Mettons-nous ensemble, mettons-nous au travail, retroussons les manches. Monsieur le ministre, simplement. Monsieur le ministre, c'est très facile, vous savez, faire des procès en sorcellerie, etc., notamment quand il s'agit du gouvernement. Alors que le gouvernement, je voudrais leur dire, j'ai pris des exemples sur ce qui se passe ailleurs. Oui. Est-ce qu'un gouvernement a fait autant pour soutenir la consommation pendant cette période de crise que le gouvernement camerounais? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La situation continuera d'être difficile. Je crois que c'est, il faut aller, n'est-ce pas, la théorie des étapes. Monsieur le ministre, il faut vaincre la crise actuelle. Serrons-nous les coudes, évitons des débats peut-être improductifs, des débats stériles. L'heure est grave, je l'ai dit au début de notre entretien. Serrons-nous les coudes. Comment on fait pour tenir jusqu'en fin d'année? Comment on fait pour tenir dans les mois à venir? C'est cela, moi, mon combat. Et ce combat-là, nous devons le mener ensemble. Le gouvernement a pris des mesures, un train de mesures hardies, audacieuses pour soutenir et les industries et la consommation. Mais les circonstances extérieures sont tellement évolutives que demain, on ne sait pas. Une fois qu'on aura épuisé l'arsenal des mesures internes, il faudra bien passer à l'autre variable, la dernière qui nous reste. Mais je dis que c'est le dernier, tout dernier, c'est le stade extrême. Nous ne souhaitons pas recourir. Dites-le au consommateur, monsieur le ministre, comment on fait dans les mois à venir? Le consommateur, je voudrais dire au consommateur de manière claire, nette, depuis la survenance de l'épidémie, je pose une question de la pandémie. Est-ce que notre marché a souffert des cas de pénurie avérés? La réponse est clairement non. Est-ce que notre marché va souffrir de pénuries? Je réponds non. Nous veillerons au grain, quelles que soient les circonstances. Et j'aime bien dans ce cas-là, oui, effectivement, recourir à des exemples. Aller en France demander si on trouve des composantes pour l'industrie automobile, par exemple. Aller en France, si on trouve, comme on veut, des matériaux de construction, si on trouve tous les produits alimentaires, la réponse sera non. Mais au Cameroun, la réponse est oui. Et donc, je dis un oui massif à la condition que nous continuions de nous mettre ensemble et que nous sortions des querelles de chapelle tout à fait inutiles. Travaillons ensemble pour que nous passions cette mauvaise étape et que nous envisagions donc de manière beaucoup plus sereine l'avenir. Vous parlez d'avenir sans avoir déjà franchi le cap actuel. Monsieur le ministre, on parle justement d'avenir. Vous avez dit comparaison n'est pas raison, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur notre grand voisin qui, lui, par exemple, pour augmenter la production locale, a décidé de taxer à la hausse certains produits, notamment le riz
et le poisson pour inciter les Nigérians à produire un peu plus localement. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne ferait pas la même chose? Première question. Deuxième question, concernant l'import-substitution, on a déjà des grands pas qui sont faits par les Camerounais, mais les Camerounais qui s'essayent dans la production industrielle souffrent encore des importations qui viennent rivaliser avec les produits locaux. Encore une fois, je vous laisse tout à fait maîtresse de votre jugement par rapport à... Ce sont des faits, monsieur le ministre. Les faits, simplement, je vais vous dire, dans l'exemple que vous avez pris, ce voisin, pour se nourrir, s'approvisionne où? Au Cameroun. Au Cameroun. Donc, faisons attention aux exemples. Pas totalement, pas uniquement au Cameroun. Pas uniquement au Cameroun. Croyez-moi, pour beaucoup. Sauf si nous voulons ouvrir le débat sur le riz, monsieur le ministre. C'est le ministre du Commerce qui vous parle. Sauf si nous souhaitons ouvrir le débat sur le riz. Le ministre parle, en cette matière, il parle d'autorité. Donc, je vous le dis. La deuxième chose, évidemment, pour passer à l'import-substitution, sauf si vous me dites du jour au lendemain, affamons les Camerounais, mais vous serez les premiers à crier que vous ne trouvez pas tel ou tel produit sur le marché. Nous jouons sur les deux leviers. On importe, mais on incite à développer la production. Une fois que la balance aura été inversée, naturellement, cela ira de soi. Notre priorité, c'est la promotion du Made in Cameroun. C'est une évidence. Mais également, nous devons veiller à approvisionner nos marchés, à nourrir nos populations. C'est pour ça que je dis, vous avez peut-être balayé cela très rapidement du revers de la main. Je dis, prenons une conscience d'abord individuelle. Chacun, je voudrais que demain, M. Cyril King, quand vous m'invitez chez vous, au lieu de me montrer votre terrain, je ne sais pas, de golf, que vous montriez dans votre concession, mon potager, que vous montriez votre potager, que vous montriez l'espace du petit élevage. C'est comme cela qu'on y arrivera. Et que les gens dans la zone périurbaine, qui comprennent, ce n'est pas simplement les maisons. C'est bien de construire des maisons. Mais on ne les construira même plus bientôt, monsieur le ministre, acheter le ciment est devenu compliqué. Il faut cultiver. On vend le terrain et qu'est-ce qu'on fait? On construit, les gens construisent, les autres boivent. Monsieur le ministre, juste pour finir, monsieur le ministre, une dernière question, juste pour finir. Les téléspectateurs vous écoutent, les consommateurs de manière générale vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ils doivent s'attendre à ce que le dernier levier soit actionné? Est-ce qu'il y aura hausse des prix en termes de coût? Monsieur le ministre. Ce levier ne sera actionné que si cela était nécessaire et dans les strictes limites nécessaires. Mais s'agissant des produits alimentaires, nous surveillons les marchés, nous surveillons les prix comme on surveille le lait sur le feu. Et cela il ne s'agit pas d'étrangler le consommateur. La situation des matériaux de construction est un peu plus complexe. On peut ne pas construire des maisons, c'est pas grave. On peut à un moment ne pas construire, c'est pas plus grave. Mais il faut manger. Mais il faut manger. Et c'est ce que je dis aux consommateurs camerounais, à nos ménages. Vous allez continuer de manger jusqu'au bout. Et le gouvernement ne transigera pas sur cela. Vous n'aurez pas de pénurie de produits alimentaires sur le marché. Vous n'aurez pas de hausse excessive ou artificielle des prix des produits alimentaires. Je crois que le message est clair. Il est net. Cela vaut engagement du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Nous poursuivons cette édition de Scène de presse. Violence contre la police, faut-il condamner sans réserve? Sur le plateau de Scène de presse, nous disons oui. Mais que disent nos confrères de la presse écrite? Réponse dans la rubrique édito, une signature de Joël Igor Abanda. Il faut condamner toute forme de violence, qu'elle soit portée sur des hommes en tenue. Parce que leur mission première, leur mission principale est de veiller à ce que le climat de paix, de sérénité règne
d'instaurer le climat de sécurité et de nous protéger. Maintenant, une fois qu'on a terminé de condamner, on peut questionner les origines de cette montée en puissance des violences faites aux hommes en tenue au Cameroun. Il y a une crise sociale importante dans notre pays. Ceux qui subissent le quotidien ont l'impression que c'est ceux-là qui se meuvent en toute aise qui constituent également le problème. Et ils deviennent donc leurs agresseurs. Je crois qu'il faille condamner cela, que la mesure ne se limite pas seulement au niveau du ministère de l'administration territoriale et de ses démembrements territoriaux. Il faille que d'autres ministères rentrent en jeu pour un réarmement moral constructif. On ne peut pas continuer à accepter que la société se délite de cette manière. Lorsque une force de défense, lorsqu'un policier, un gendarme, un militaire est attaqué par des civils dans l'exercice de ses fonctions, ça ressemble à la négation de la République. Nous sommes dans une République qui a des lois et il faut respecter ces lois. Le ministre de l'administration territoriale a été clair lors de sa conférence de presse de l'autre jour. Il faut que les Camerounais comprennent qu'un homme en tenue, lorsqu'il a porté cette tenue et les emblèmes de la nation, ce n'est plus sa tenue, c'est la tenue de la nation. C'est la nation qu'il porte. Lorsque vous portez la main sur un homme en tenue, vous avez porté la main sur la République. Et c'est inadmissible. Il faut qu'on retourne à une véritable éducation citoyenne dans notre pays. Merci donc aux confrères de la presse écrite qui viennent donc de condamner eux aussi là, les violences perpétrées contre les forces de maintien de l'ordre. Et pour prolonger la discussion sur ce plateau, nous recevons M. Atanganansama Pierre-Marie, qui est sous-directeur de l'exploitation et de la sécurité au ministère de l'administration territoriale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Benjibedou. Et tout à ma gauche, le professeur Claude Abbé, qui est sociologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. À côté de vous, Éric Benjamin Lamère, qui est grand reporter, journaliste ici même à la CRTV. Bonsoir et bienvenue, Éric Benjamin. Bonsoir, Dutresse. Alors, monsieur le directeur, le ministre de l'administration territoriale a donc tenu un point de presse cette semaine, point de presse au cours duquel il a fustigé les violences contre la police et il a prévenu les auteurs de ce que désormais ils subiront les foudres de la loi. Mais la question qui se fait jour depuis ce point de presse-là, c'était celle de savoir le ministre de l'administration territoriale, était-il dans son rôle? Je vous remercie, madame, en me posant cette question, enfin avoué d'éclairer la lanterne de l'opinion sur le rôle du ministre de l'administration territoriale, les attributions du ministre de l'administration territoriale. Pour vous dire, en quelques mots, que conformément à la partition des attributions définies par le chef de l'État, président de la République, chaque département ministériel a des attributions bien précises. Et en ce qui concerne le ministre de l'administration territoriale, il est, selon les dispositions du décret de 2019/030 du 23 janvier 2019, le ministre a la charge de l'administration du territoire. Ça, c'est l'une de ses premières attributions. En second lieu, et essentiellement, il est autorité responsable du maintien de l'ordre public qu'il exerce en rapport avec les forces spécialisées. Les forces spécialisées, étant entendu ici, les forces de maintien de l'ordre, qui sont, comme vous le savez, la police et la gendarmerie. Ce rôle du ministre de l'administration territoriale est exercé par ses collaborateurs territoriaux, qu'on appelle autorités administratives, notamment les sous-préfets, préfets et gouverneurs. Donc, le ministre de l'administration territoriale, ayant donc eu le bol de ces déviances, de ces cas qui commençaient à être récurrents,
de ces débordements a donc pris ses responsabilités et il est dans son rôle. Parce que quand vous vous attaquez à une force de maintien de l'ordre, c'est à l'autorité administrative, c'est au ministère que vous vous attaquez, à qui vous vous attaquez. Pourquoi? Parce que l'autorité administrative, qui est un collaborateur déconcentré du ministre de l'administration territoriale, dans l'exercice de ses fonctions de responsable du maintien de l'ordre, a à ses côtés les forces de maintien de l'ordre, qui sont la gendarmerie et la police. C'est noté. Alors, professeur Claude Abbé, dites-nous, selon vous, quelles sont, on va dire, les causes de ces violences qui sont de plus en plus perpétrées contre les forces de maintien de l'ordre, notamment la police? Vous parlez de déficit de confiance, vous parlez d'incivisme. Alors, de mon point de vue, on peut globalement adresser 3 principaux déterminants. Le premier déterminant, c'est qu'il y a un problème de civisme. À partir du moment où on n'a plus le respect de la chose publique, on n'a plus le respect de tout ce qui renvoie à l'intérêt commun, on voit bien là comment on peut agresser cette chose qui a un intérêt commun, cette res publica, qui est la chose publique. Deuxième élément qui peut être convoqué ici, c'est le déficit de confiance qui semble s'être installé entre certains segments de la population camerounaise et les forces de maintien de l'ordre, lié au fait que probablement un certain nombre d'acteurs sont habitués au désordre, d'autres liés aussi au fait que certains acteurs des forces de maintien de l'ordre ont un réflexe de violence, de réponse violente à tout moment sur le terrain de leurs activités, et que en cela, notre société ayant changé, il y a probablement aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de la société qui disent nous ne voulons plus être victimes de cette violence-là. Le troisième élément qui peut être convoqué ici, c'est que il y a une culture de la défiance qui s'est installée dans notre société et qui nous met en présence d'une mise à mort symbolique de l'État. Cette culture de la défiance-là peut être liée à un certain nombre d'acteurs sociopolitiques qui, en réalité, ont maille à partir avec les lois et les règles qui encadrent le comportement dans l'espace public. On peut dater cela à peu près au lendemain des élections présidentielles de 2018. Et on peut prendre, si on veut être beaucoup plus proche, vous vous rendrez compte que c'est après l'escarmouche entre la députée PCRN, Madame Nouran, et les forces de police à Bafoussam, parce qu'après cela, on a vu une escalade qui s'est installée. Donc il me semble que cette attitude qui consiste justement à essayer de rentrer dans une logique de défiance de l'autorité de l'État peut s'expliquer, me semble-t-il, par ces 3 éléments provisoirement. Alors, sauf qu'il y a un danger certain à s'attaquer à la police, Éric Benjamin Lamère, et aux forces de maintien de l'ordre de manière générale. Oui, Lucrèce, avant que de répondre à la question que vous me posez, je voudrais souscrire un devoir d'hommage à un collègue aîné qui est décédé cet après-midi, Eustache Omondo, qui nous a accueillis dans cette maison et qui nous a fait l'honneur de son amitié et de son expertise. Et je voudrais, avant de dire toute chose, lui rendre un hommage, que son âme repose en paix. Et dans l'extension de cet hommage, puisqu'on parle des hommes en tenue, je voudrais également saluer tous ces hommes en tenue qui sont décédés, dont certains aujourd'hui au nord-ouest, dans leur mission de sécurisation de notre territoire et des personnes et de leurs biens. Cela dit, il faut condamner sans embâche toute atteinte aux hommes en tenue. Il faut condamner parce que, au-delà des hommes, il y a la tenue qui a
un caractère sacré et inviolable parce que c'est la propriété de la République, de la nation tout entière, qui est attribuée à ceux-là qui ont la charge de la violence légitime, comme les juristes le disent. Il est toujours très risqué parce que dans notre droit positif, les sanctions sont suffisamment lourdes pour toutes les personnes qui s'attaquent aux fonctionnaires de police, on peut étendre ça aux gendarmes et aux militaires dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une position de principe qu'il faut rappeler absolument et éviter qu'on tombe dans la banalisation telle que cela semble se dessiner avec la récurrence de ces voies de fait sur les hommes en tenue. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a condamné, qu'on a rappelé la position de principe, il faudrait bien qu'on questionne cette récurrence, ce courage qui est désormais celui de certains citoyens à aller au-devant des affrontements avec les forces de l'ordre. Je ne sais pas depuis quand la peur du gendarme a cessé d'être le début de la sagesse, comme on le disait trivialement. Il faudrait que on revienne peut-être pas à la peur du gendarme, mais à des rapports plus apaisés, plus confiants, comme le disait le prof tout à l'heure, pour décrire cette crise de confiance qui existera entre ces deux pans de la société. Mais il y a la position de principe qu'il est bon de rappeler, et je dis que je n'emploierai pas le terme utilisé par les ministres de l'administration territoriale, qui a sa façon, qui lui est désormais propre, d'adresser ce nombre de questions, mais il faudrait rappeler aux autres que la tenue est sacrée, revêt un caractère inviolable et que on devrait pouvoir, autant que faire se peut, éviter d'avoir à se retrouver dans des situations de bagarre avec ceux qui sont chargés de notre sécurité collective. Alors, monsieur le directeur, vous dites que s'attaquer à la police, c'est commencer à tomber dans le chaos. Bien entendu, l'une des premières missions de l'autorité chargée du maintien de l'ordre, c'est l'encadrement des populations et leurs biens. Assurer la sécurité des populations et celle de leurs biens. À travers l'autorité administrative, les forces de maintien de l'ordre, comme je l'ai dit tantôt, notamment la police et la gendarmerie, sont chargées de mettre en application, si vous voulez, sont chargées d'exécuter les instructions de l'autorité administrative en la matière, dans une unité donnée. Du moment où vous venez fragiliser un citoyen, certainement animé par de mauvaises intentions, vient donc agresser, exercer des violences, comme le ministre l'a dit, sur ces policiers, ces hommes qui sont censés les défendre, ça devient le chaos, madame. C'est quelque chose de... Vous édulcorez le moral de ces personnes-là, qui à un moment donné peuvent susciter la vengeance, au lieu de servir en tant que défenseur, en tant qu'encadreur des droits des personnes et de leurs biens. Ils deviennent plutôt des bourreaux à un moment donné, parce que leur morale aura été touchée. C'est pour ça que le ministre a tiré la sonnette d'alarme à l'effet de mettre un terme, sinon atténuer cette spirale qui était déjà en train d'envahir l'opinion, pour que les choses reviennent à la normale, pour que les populations reviennent à l'esprit républicain citoyen, bref, pour que la loyauté et le loyalisme s'installent. Qui veut dire en clair la confiance aux institutions de la République et le respect envers les personnes qui les incarnent. C'est de ça que le ministre de l'administration... Et on va l'écouter dans quelques instants. Le professeur Claude Abbé, lui, il aime à dire que on a certes des droits, mais on n'a pas droit à tout. C'est bien cela? Oui, on a certes des droits, mais on n'a pas droit à tout parce qu'en réalité, le fait de consacrer, par exemple, même un droit de manifester, même un droit de riposter, même un droit de réponse, ne signifie pas qu'on rentre dans l'état de nature. Ce n'est que dans l'état de nature où c'est la loi du talion, c'est-à-dire vous me donnez un coup de poing, je vous le rends, et il y a véritablement péril en la demeure à partir du moment, et je l'ai dit tantôt, qu'on est en face d'une simulation, d'une mise à mort symbolique de l'État. Et si on entre dans cette perspective, c'est même l'impossibilité de faire société
qui est en jeu. Dans la mesure où, si vous regardez, vous lisez tous les théoriciens du contrat social, on va vous dire que l'état de société s'est construit en réalité contre la démocratisation du recours à la violence et en rapport avec la monopolisation de l'usage de la violence légitime par l'État. Et on a comme une impression que les logiques liées à la consécration de l'État de droit, à la consécration des libertés politiques et civiles, ont donné une impression à certains acteurs de la société camerounaise qu'il suffit qu'on dise on est en train de revendiquer des droits qui sont consacrés par la Constitution pour en réalité se rendre capable de tout faire. Là, on saute dans le libertinage. On peut avoir des droits, mais on n'a pas droit à tout. Et c'est pour cela qu'il faut, de mon point de vue, arriver à réguler cela de manière à ce qu'on puisse encore avoir une société camerounaise qui existe. Alors, Éric Benjamin Lamère, vous qui fréquentez particulièrement les hommes en tenue depuis une vingtaine d'années, la police, la gendarmerie, les militaires, dites-nous, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête lorsqu'ils voient leurs collègues, leurs compagnons d'armes violentés par des civils et les images véhiculées dans les réseaux sociaux? Ils le vivent très mal. Ils le vivent d'autant plus mal que ils évoluent dans un environnement qui n'est pas toujours aisé. Leur métier, pour certains, emporte dans leur description même l'éventualité de la mort. Donc il y a un stress permanent qui est lié à leur activité. Donc naturellement, il y a une sorte de frustration, une sorte de colère qui pousse parfois à un effet d'abeille qu'on observe lorsque l'un des éléments de ces forces de maintien de l'ordre est attaqué. Tous leurs camarades, sans chercher à savoir de quoi est-ce que cela retourne, prennent d'abord fait et cause pour régler le problème du courageux de l'homme pénitent qui a osé violer la sacralité d'une institution incarnée par ces citoyens-là. Il faut également, à la suite de ce que je viens de dire, appeler peut-être à un plus grand renforcement de la protection de ces personnes-là dans l'exercice de leur mission. Parfois, ils sont abandonnés à eux-mêmes. La société a évolué, les pratiques ont évolué, les rapports entre les différents corps sociaux ont évolué. J'ai indiqué tantôt que la peur du gendarme n'est plus le commencement de la sagesse. Cette peur-là ayant plus ou moins disparu, il faut inventer donc d'autres rapports, d'autres formes de rapports et surtout renforcer la protection. Il y a une série de programmes de formation que le Cameroun met sur pied pour doter ces hommes-là d'outils à la fois matériels et cognitifs pour pouvoir leur permettre d'être à même de répondre aux défis sans cesse nouveaux auxquels ils sont confrontés. Il y a l'EIFORCE qui développe des programmes de formation de cette nature-là. Il y a le centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre à Hawaï qui également donne aux fonctionnaires de police et aux gendarmes des outils nécessaires pour qu'ils puissent adresser de manière plus efficace ces agressions dont ils sont victimes au quotidien dans l'exercice de leur travail. Mais de manière générale, Lucrèce, même chez nous les journalistes, si tu es agressé, nous sommes champions d'un corporatisme qui n'est pas toujours raisonné et n'attendez pas que d'autres corps de métier ne développent pas les mêmes réflexes de cette nature-là lorsqu'ils se sentent attaqués à tort ou à raison. Alors, je vous propose d'écouter le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangadji, qui a fait un point de presse vendredi dernier. Il est en focus dans cette édition de Scène de presse. Provoquer une bagarre avec un agent de police en refusant d'obtempérer à une injonction est inacceptable. Le délégué général à la Sûreté nationale, ici présent, a toujours prêté une oreille attentive aux récriminations
des citoyens contre les dérives réelles ou supposées de certains fonctionnaires de police. Je tiens donc à préciser que la tenue qu'aborde un agent de police est bel et bien la tenue de l'État et non celle de l'individu qui la porte. S'en prendre publiquement à un agent de police ou tout autre agent de force de sécurité en plein exercice de ses fonctions sera désormais considéré comme un casus belli. Dès ce jour, des instructions fermes ont été données au gouverneur de région pour gérer les cas des personnes qui s'en prennent aux agents de la police dans l'exercice de leurs fonctions. Les comportements irresponsables et désobligeants à l'endroit des agents de sécurité seront dorénavant punis conformément au texte en vigueur. Alors, monsieur le directeur, le ministre de l'Administration territoriale vient de préciser à nouveau des instructions fermes ont été données aux autorités administratives parce qu'elles sont garantes du maintien de l'ordre. Et vous nous disiez que ces autorités administratives ont le pouvoir de garde à vue administrative de 15 jours renouvelables. C'est cela? Oui, il y a les dispositions pertinentes de la loi de 90, 054, qui régit le maintien de l'ordre et qui donne cette possibilité à l'autorité administrative, notamment le préfet et le gouverneur, de recourir à cette disposition pour procéder à la garde administrative en cas de force majeure et dans le cas de grand banditisme. Mais pour aller dans le sens du ministre qui a instruit les gouverneurs de traiter désormais ces cas des dérives au niveau de leurs unités administratives, il faut dire que les populations qui sont assujetties au respect des ordres ou bien des informations données par les forces de police et gendarmes ne doivent pas s'en prendre à elles parce qu'elles ne sont que des personnes qui exécutent des agents d'exécution des lois, des règlements, des instructions données par les autorités compétentes et au niveau déconcentré, c'est les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Après le point de presse du 10 septembre donné par le ministre, je crois que des mesures seront prises. Mais avant cela, il y a comme une sensibilisation à faire. Oui, on va niveau des populations. On va revenir sur cette sensibilisation. Et Éric Benjamin Lamel, d'accord, on doit respecter les forces de maintien de l'ordre, mais il faut dire que ces forces de maintien de l'ordre ont également un devoir de correction, de bonne tenue dans l'exercice de leurs fonctions. Le respect de la tenue incombe d'abord et prioritairement à ceux qui l'arborent, à travers un certain nombre d'attitudes. Avant de venir ici, je relisais le règlement de discipline générale des armées, où il y a tout un chapitre qui est consacré à la tenue. La tenue se porte dans des circonstances précises, dans des conditions précises. Il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie en la matière. Une fois qu'on sera revenu à cette orthodoxie, et j'ai bien conscience de ce que cette question-là préoccupe, puisque régulièrement, au journal 17h, nous suivons des décrets de révocation, soit d'abaissement de grade de la part des fonctionnaires de police, des décrets présidentiels. Ça veut dire que ces questions de discipline-là sont adressées aux endroits où il faut les adresser, mais ça n'empêche qu'on rappelle que cette obligation citoyenne de respecter un élément sacré comme la tenue incombe d'abord à ceux qui l'arborent et au reste du corps social. Ce n'est pas toujours agréable de rencontrer dans un bistrot un homme en tenue dans un certain état avec l'habit que nous lui avons donné pour assurer notre protection. Ça peut prêter le flanc à l'irrespect et par conséquent à des voies de fait qui peuvent, du fait d'un environnement où ce qu'on appelle le citizen journalism fait florès, les téléphones sont de sortie et puis les réseaux sociaux assurent le service après-vente d'une telle dérive. Donc il y a un besoin absolu de correction de la part de ceux qui incarnent l'autorité, et les hommes en tenue font partie de cela.
Ces corrections-là, elles viennent parfois à manquer, mais c'est de manière marginale. Donc, des situations comme celle que nous vivons en ce moment sont positives en ce que ça permet de ramener le curseur à l'endroit et de rappeler les principes à la fois pour les citoyens qui ne doivent pas agresser les hommes en tenue et pour les hommes en tenue qui doivent briller par une correction dont l'exigence est plus forte que celle demandée aux citoyens qui n'ont pas toujours la formation qu'ils reçoivent pour pouvoir incarner ce que la République leur demande d'être. Alors, monsieur le directeur, dans une autre vie, vous avez été sous-préfet. Éric Benjamin Lamère parlait tout à l'heure des séjours de certains hommes en tenue dans les bistrots. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure à généraliser aujourd'hui, une mesure qui tend à interdire l'accès de ces hommes en tenue au bistrot? Bon, c'est des cas rares. C'est des cas rares vécus sur le terrain, mais qui sont réels, qui sont vécus. C'est-à-dire la présence des hommes en tenue dans les bistrots. Ça crée, au lieu de créer la sécurité, ça crée plutôt, c'est une situation qui crée l'insécurité. Pourquoi là? Parce qu'ils sont susceptibles de créer de faire des abus à travers le trafic d'influence. C'est-à-dire parce qu'on est un homme en tenue, on ne va pas payer une bière, on ne va pas payer la facture de la bière qu'on a consommée, on ne va pas. Et au lieu de rassurer les clients qui sont tout autour de lui, ça va plutôt créer un moment d'insécurité, d'où la défiance que certains choisissent toujours, qui optent toujours pour la violence, la défiance également. Mais pour dire, en ce qui concerne la sensibilisation, l'autorité administrative, je vous l'ai tantôt dit, ne fonctionne qu'avec les forces de maintien de l'ordre. Dans le cadre de maintien de l'ordre, l'encadrement des populations et la sécurisation de leurs biens. Et à ce titre, il faut des personnes qui sont saines sur le plan moral. Et c'est pour ça que vous allez voir dans le cadre de la sensibilisation, les chefs hiérarchiques de ces corps des métiers des forces de police et de gendarmerie tiennent régulièrement ce qu'on appelle les causeries morales, à l'effet de rappeler à leurs différents éléments fonctionnaires les codes qui les régissent, si vous voulez, la déontologie de leur profession. Mais ça n'empêche qu'il y ait des cas de dérive, d'abus, d'excès de pouvoir, qui ne peuvent pas faire l'objet de justice. Hein? On ne peut pas se rendre justice parce qu'un policier vous a abusé, vous a fait ceci. Il y a des voies de recours. C'est pour ça que le ministre a prescrit l'approche responsable. Il y a les recours hiérarchiques que vous pouvez former à l'endroit. Oui, allez-y, terminez votre phrase. À l'endroit de la chefferie, de la hiérarchie de ce policier indélicat ou bien de ce gendarme indélicat, à charge pour cette hiérarchie-là de mener une action récursoire, c'est-à-dire les sanctions, pour le fait qu'il a commis, dont il a accusé, à condition que ce soit vérifié. Donc justement... L'usager, le citoyen n'a pas le droit de se rendre justice parce qu'il a été victime d'un abus. Il va s'exposer, comme le ministre l'a dit, aux affres de la loi et du règlement. Alors justement, Pierre Evembe a travaillé sur cette question-là, de quel recours disposent les usagers en cas d'abus, en cas de voie de fait. Que peuvent faire les usagers, que peuvent faire les citoyens lorsque ils se sentent lésés, soit dans leurs droits ou alors lorsqu'ils ont subi des voies de fait de la part de la police ou des FMO de manière générale. Réponse dans ce zooming que nous propose Pierre Evembe. Les policiers sont des fonctionnaires et comme tels sont exposés aux sanctions pénales. En plus, le policier est également soumis aux sanctions disciplinaires. Et Dieu seul sait que parmi les images virales qui circulent dans les réseaux sociaux, Martin Bargangele, le patron de la police, n'a épargné aucun flic jugé coupable pour la restauration de l'image de la DGSN. La plupart des incidents interviennent sur la voie publique et il faut le savoir. Il existe un pôle surveillance de la voie publique et de la régulation de la circulation. 30 minutes seulement au lieu d'y Batalonka Kayaoundé pour comprendre que être policier n'est pas toujours aisé. Cet usager ayant violé un feu
bloque la circulation et refuse de remettre les pièces de son véhicule. L'adversité vient de partout. Trafic d'influence, piétons, mototaxis, syndicats des transporteurs, réseaux sociaux ciblés, le chef est devenu sous-chef. Il existe également des patrouilles de sécurité qui fonctionnent par descente inopinée sur le terrain, constituées d'un chef, d'un bulletin de patrouille et d'une mission précise, la hiérarchie. Du genre, sortis de la voie publique, les véhicules circulant encore avec des numéros de châssis. Si vous vous sentez menacé et victime de tracasseries par une brebis galeuse, de grâce, appelez le 1500 qui trouve toujours une solution. Mais faites-vous justice vous-même et vous comprendrez qu'on ne s'attaque jamais à un emblème de ce pays. Alors, professeur Abbé, est-ce qu'on peut dire que le législateur n'a pas abandonné le citoyen, l'usager, j'ai envie de dire, entre les mains des forces de maintien de l'ordre, mais est-ce qu'il a une garantie d'être entendu? Est-ce qu'il a la garantie de voir des torts combien son endroit réparé? De mon point de vue, oui. Parce que si vous vous en tenez au corpus juridique qui existe, on va se rendre compte que le citoyen a des voies de recours. Mais encore faudrait-il qu'à ce niveau-là, il sache lui-même où toquer pour justement se faire rendre justice. Mais dans la société de l'ignorance qu'on est en train de développer au Cameroun, les uns et les autres ont une peur bleue et ne savent pas toujours où aller. Or, il me semble même que les FMO elles-mêmes le savent très bien que elles vivent parfois dans le sursis. Parce qu'il suffit que vous vous adressez à leurs autorités et à la bonne porte, vous pouvez facilement vous rendre justice. Maintenant, il me semble peut-être qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire pour que le citoyen, oui, pour que le citoyen, spécifiquement pour que le citoyen puisse avoir connaissance parfaite de ces voies de recours et des portes auprès desquelles il faut pouvoir toquer. Il me semble que cela compléterait le travail du MINAT qui fait une sortie musclée mais qui doit aussi montrer, me semble-t-il, les voies par lesquelles les populations doivent pouvoir aller pour ne pas se sentir lésées et abusées dans leurs droits. Monsieur le directeur, vous nous garantissez que si demain on se plaint, Pierre Evembe a rappelé quelques numéros verts il y a quelques instants, si on se plaint demain des policiers ou des gendarmes, on a la certitude qu'on va être entendu? Voyez-vous, toutes les dispositions sont prises. Tout le dispositif est installé, est prévu par les lois et règlements en la matière. Un policier, un gendarme en indélicatesse vis-à-vis d'un usager donné peut faire l'objet de sanctions à condition que l'usager victime du préjudice se pointe à la bonne porte. Comme le disait emprunte la bonne voie en matière de recours, en matière de plainte. Il y a son chef hiérarchique qui peut être un commissaire de police, qui peut être le commandant de brigade selon qu'il s'agit d'un policier ou bien d'un gendarme. Il y a l'autorité administrative. Parce que c'est l'autorité administrative qui est le chef de l'unité. Il est investi de l'autorité de l'État. C'est le décret de 2008 qui porte organisation de circonscription administrative qui le dit. L'autorité administrative, c'est-à-dire le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, ils sont investis de l'autorité de l'État dans leur circonscription administrative, c'est-à-dire arrondissement et autres. Ça veut dire que l'usager lésé, victime de ces abus-là, peut se référer directement à l'autorité administrative. À charge pour ce responsable-là de saisir le chef hiérarchique. Alors si pour des raisons ou pour une autre, il est dans l'incapacité de porter plainte, de rencontrer ces différentes autorités-là,
Qu'est-ce qui est prévu à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas de contrôle interne? Parce que lorsqu'on a un élément qui s'égare tout le temps, je crois qu'on le sait quand même. Voyez-vous, quel que soit le lieu de la commission de l'abus, on va toujours trouver le chef hiérarchique du policier accusé d'indélicatesse n'est pas loin, son chef n'est pas loin. L'autorité administrative n'est pas loin. C'est comme ça que le Cameroun est organisé. Le rapprochement de l'administration vers l'usager, c'est ça que le chef de l'État... Est-ce qu'il n'y a pas de contrôle en interne? C'est la question que je pose, oui. Pour rajouter à ce que le directeur vient de dire, c'est que le maillage territorial est tel que vous avez des unités de police un peu partout sur le territoire, comme la gendarmerie, qui permet peut-être de remonter l'information. Mais à la police, il y a ce qu'on appelle une inspection générale des services, la police des polices, qui est chargée de veiller sur le comportement et de sanctionner les écarts. Et dans les armées, il y a la sécurité militaire, qui est la porte à laquelle on peut accéder pour pouvoir porter un certain nombre de revendications, de plaintes, lorsque on a eu mal à partir avec un gendarme, un militaire ou un policier. Il y a ces instruments qui existent, qui peuvent être activés. On a la chance que dans la plus petite bourgade, vous retrouverez une brigade de gendarmerie, vous trouverez un commissariat de police. Il y a des unités de gendarmerie et de police qui ont été multipliées pour rapprocher les forces de l'ordre des populations afin d'assurer au plus près leur sécurité. Je pense que c'est des principes qu'il est bon de rappeler et qu'il est peut-être important d'imaginer une communication autour de cela, plus offensive, plus pédagogique, afin de permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information et de surtout partager les mêmes valeurs. Alors pour ça, justement, je peux vous dire que quand vous traînez un gendarme à la CEMIL, vous le lui promettez même, il commence déjà à trembler par lui-même. Parce qu'en fait, ce n'est pas des structures de connivence. Professeur, justement, vous avez la parole. Je voudrais que vous la gardiez pour nous dire, selon vous, comment faire en sorte, comment rendre le message du ministre de l'Administration territoriale plus audible, comment s'assurer qu'il va effectivement atteindre les différentes cibles. Vous me demandez un peu d'évaluer, mais je ne peux pas évaluer le ministre puisque je ne suis pas son patron, mais simplement, il me semble... Pas de l'évaluer, mais de nous dire comment faire en sorte que son message atteigne véritablement la cible. C'est ce que j'essaye de vouloir faire en disant que, de mon point de vue, il faudrait que dans le message ou les messages opérationnels qui vont suivre, que le ministre ne soit pas seulement dans la position du gendarme, mais qu'il travaille aussi à cet autre côté qui donne des possibilités aux citoyens de croire que le gendarme qu'il veut jouer est un gendarme impartial. C'est-à-dire qu'il permet aux populations, au cas où elles auraient été victimes d'un certain nombre d'abus ou d'un certain nombre d'indélicatesses de la part des FMO, que ces gens-là peuvent rentrer dans l'intégrité de leurs droits. Et deuxièmement, il me semble que si on veut véritablement arriver à faire en sorte que nos forces de sécurité soient respectées, il faudra faire un travail même interne au niveau, Éric Benjamin le disait déjà, non seulement respecter la tenue. Vous imaginez de trouver un contrôle en plein centre-ville où il y a un seul policier. C'est quand même assez curieux. Donc, de mon point de vue, il faudrait véritablement qu'on entre dans les patrouilles au sens propre de ce terme-là. Il y a également un travail, me semble-t-il, en termes de, j'allais dire, de réarmement moral des Camerounais. Une sensibilisation qui n'est pas simplement une sensibilisation, mais une éducation au changement de comportement de manière à reconstruire cette confiance dont les institutions ont besoin pour arriver véritablement à travailler. Moi, j'aurais été un peu plus loin en disant aujourd'hui que cette peur du gendarme, qui est le début de la sagesse, il me semble que le législateur, quand j'ai regardé les pénalités qui sont accolées, associées
aux infractions liées à ces agressions, je les trouve un peu gentils. De mon point de vue, il faut peut-être les renforcer. Il faut les renforcer pour que finalement on soit certain qu'on vit dans une société civilisée. Monsieur Zetter, est-ce qu'il y a une réflexion qui pourrait être engagée dans ce sens au niveau du ministère de l'administration territoriale? Bien entendu, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, parmi les attributions du ministère de l'administration territoriale, il y a l'élaboration des lois et règlements sur les libertés publiques. Voyez-vous, avec cette situation vécue, certainement des réflexions seront menées. Je n'ai pas reçu mandat de peut-être parler en lieu et place du ministre dans la matière, mais sachez que, vu sa proactivité, des dispositions ont déjà été prises, des initiatives ont été prescrites en la matière. Et pour dire également à l'opinion nationale, aux citoyens camerounais, que le point de presse du 10 septembre 2001 ne saurait être une menace vis-à-vis des citoyens camerounais, sinon une assurance pour faire comprendre aux citoyens camerounais que le gouvernement de la République est là pour préserver leurs droits, assurer l'encadrement de leurs biens et d'eux-mêmes, et surtout garantir la sécurité à travers les forces de maintien de l'ordre auxquelles ils doivent être soumis quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, parce que c'est pour eux et pour eux seulement que nous avons ces forces-là qui assurent et garantissent nos intérêts sur tous les plans. C'est entendu, le dernier arrêt de cette édition de Scène de Presse. Nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous dans le prolongement du deuxième sujet de votre débat. Aujourd'hui, Cameroun Tribune, comme la majorité des journaux de presse écrite, se font l'écho de la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, violence sur des hommes en uniforme, dernier avertissement. Alors que le phénomène a atteint la cote d'alerte ces derniers jours, le gouvernement monte au créneau. Ainsi, au cours d'un point de presse vendredi, le ministre de l'administration territoriale, Atanganji Po, a prévenu que la loi serait désormais appliquée dans toute sa rigueur, tandis que le MINJEC, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, annonce dès ce lundi une campagne spéciale de sensibilisation. Repère à propos du même sujet, autorité de l'État, le mépris du sommet dans la rue, et ce malgré les numéros verts. Repère s'interroge tout de même, moyen de dénonciation efficace ou effet de mode. Évocation en page 6 et 7 de l'hebdomadaire. Le quotidien sur le même sujet, violence sur les policiers, le MINED lance un serpent affamé derrière les trublions, un mot sur la rentrée scolaire également. À Damawa, Solidarité civilo-militaire, le 5e BIR offre des tables-bancs à l'école bilingue Kansik de Ngaoundéré. Un chiffre, le quotidien révèle que près de 80% d'élèves sont présents à l'école à l'Est. Ladies News, Second Chance Education and Vocational Learning, Kids for Vulnerable Women in the Center and Littoral Regions, the Second Chance Education and Vocational Learning project entered its extension phase on September 10 and 11, 2021 through the simultaneous distribution of kits in the littoral and center regions. The Guardian post-Anglophone crisis counting the gains and losses since 2016 for promoting peace, education in Goken Tunja. Prof. Yufi Chinje gets prestigious award, also held as role model for girl child. Ecomatin, coup d'État en Guinée-Conakry, des signaux positifs pour la bauxite de Minip Martap. Malgré les inquiétudes dues au climat de tension en Guinée qui fournit un quart de la bauxite mondiale, Ecomatin révèle que le projet minier de Minip Martap dans le centre du Cameroun est actuellement dans les bonnes grâces des investisseurs. L'économie reporte bataille sur le marché du mobile money. Ces entreprises ne cessent de déployer des stratégies pour conquérir les clients dans un contexte où plusieurs opérations, transfert d'argent, achats dans les espaces marchands,
paiement des frais de scolarité ou d'électricité se font via ce service. Mutation Vivre Ensemble, Tonga fait sa crise. Un vent de conflit intercommunautaire souffle sur la ville et fait 2 morts. Le préfet d'Undé en sapeur-pompier, également à lire dans les colonnes de Mutation ce lundi. Changement climatique, Bana et l'illusion de la neige. Digitalisation des services, le saut qualitatif de l'OAPI, intégration pour finir 20 ans. Après le 11 septembre 2001, les plaies béantes de l'Afrique centrale. Selon les données de l'Université de Maryland, 10 431 attaques terroristes auraient été perpétrées en Afrique entre 2010 et 2015. Si l'on en croit Mohamed Ibn Chambas, représentant de l'ONU au Sahel, le terrorisme aurait fait plus de 4000 morts et provoque le déplacement d'un demi-million de personnes en 2019 dans la région. Voilà pour l'essentiel que nous avons retenu dans notre terminal. Bien évidemment, il y en a plus et vous les découvrirez, ces unes-là, si vous vous rendez demain en kiosque. Merci, Lucrèce. Merci Daniel Menanga, Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Merci messieurs d'être venus. Merci au ministre du Commerce qui était là dans la première partie de cette émission. Merci également à Cyril King Mbepe qui était également là sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition de Scène de Presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Monsieur Zédan, bonsoir, bienvenue. Nous sommes de retour à l'antenne sur 237 Talk chez vous. Le temps de quelques